death of actress Virginia Rappe. Virginia Rappe. Hollywood scandal. Her life was cut short. Rappe was stripped naked. Room 1219 was Arbuckle's room. The door was locked. Career was utterly destroyed. From a ruptured bladder and secondary peritonitis. Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. En septembre 1921, Virginia Rappe, une future star du cinéma, est soudainement prise d'hystérie lors d'une fête. L'actrice se plaint de douleurs à l'estomac et accuse l'acteur Roscoe Arbuckle d'avoir tenté de la violer sauvagement. Son état s'aggrave rapidement et 4 jours plus tard, elle décède dans des circonstances nébuleuses. Que s'est-il passé dans la chambre 1219 de l'hôtel St. Francis? The scandal that ruined Roscoe Fatty Arbuckle. What happened at that party? Gros épisode de Close-Up aujourd'hui, on parle de la mort de Virginia Rappe qui va entraîner l'affaire Roscoe Arbuckle qui est le premier très gros scandale hollywoodien. Roscoe Arbuckle, l'un des acteurs comiques les plus populaires de l'époque qui va être accusé du viol et d'homicide involontaire, va changer sa version des faits très souvent. Il va changer quelques petits détails dans son témoignage et les témoins aussi qui vont être appelés à la barre pour témoigner vont également changer leur version des faits. Ils vont essayer de cacher aussi quelques faits. Vous allez voir, là, c'est vraiment intéressant cette histoire-là. C'est un destin brisé, celui de Virginia Rappe, une jeune actrice qu'on décrivait avec un talent exceptionnel, d'une très grande beauté. Vraiment, on se lance tout de suite dans l'histoire de Virginia Rappe. Avant de parler de la soirée tragique du 5 septembre 1921, faut parler un peu de Virginia Rappe. Virginia Rappe naît à Chicago entre 1891 et 1895. Sa date de naissance reste incertaine puisqu'il n'y a pas de document officiel qui prouve la naissance de Virginia Rappe. Dès le début de sa vie, elle connaît un environnement assez mouvementé. Sa mère, Mabel Rappe, est assez spéciale. Mabel Rappe est un modèle ainsi qu'une fille de cabaret à New York. Elle se produit régulièrement sur des petites scènes et tente de sortir d'une certaine misère. Mabel a aussi une réputation d'être très courtisée par les hommes et d'accepter pas mal d'avance. Sur quelques sites où j'ai fait mes recherches, il y a certains fans de l'actrice qui vont dire que sa mère était peut-être même une prostituée en plus de ses différents contrats artistiques. Ça reste une hypothèse, cependant, il n'y a rien qui prouve ça. Puis, au début des années 1890, elle tombe enceinte sans savoir qui est le père. Ça peut vous donner une certaine idée du genre de vie que pouvait mener Mabel Rappe. Elle va prendre la décision de fuir sa famille et ses amis afin d'éviter les jugements ou encore d'être reniée complètement de sa famille. C'est finalement à Chicago qu'elle va accoucher de sa fille Virginia qui va grandir sans son père. En 1923, Mabel Rappe va décéder de cause inconnue. Virginia va être confiée à sa grand-mère qui apprend en même temps qu'elle a une petite fille. Ça doit vraiment être une situation étrange à vivre quand ça fait des années que t'as pas vu ta propre fille, t'apprends qu'elle est décédée et en plus, t'apprends que t'es grand-mère et que tu dois t'occuper de ta petite fille. Il doit se passer tellement de choses dans ta tête, tu dois avoir un paquet de questions. Mais revenons à Virginia, elle va donc grandir avec sa grand-mère dans un environnement assez normal. Sa grand-mère lui donne beaucoup d'amour, elle l'encourage dans ses projets également. À 14 ans, Virginia, elle va commencer à travailler en tant que modèle artistique et elle est même le visage de certaines compagnies commerciales de l'époque. Sa mère avait quelques contacts dans le milieu et Virginia va en profiter. Les contrats vont s'accumuler et elle va finir par avoir une certaine renommée dans l'univers commercial.
Elle voit très gros, elle rêve de beaucoup plus. Le cinéma commence à avoir une très grande popularité et elle rêve un jour d'apparaître à l'écran. On la décrit là, comme ayant là, énormément d'ambition. Elle se voit là, vraiment l'une des actrices les plus connues et même que plus tard, dans les années 1920, lorsqu'elle commence à avoir une certaine renommée, elle se voit devenir la prochaine Mary Pickford, qui est l'actrice la plus connue du monde. Donc vraiment, là, on peut avoir une idée de cette ambition immense qu'avait Virginia Rappe. En 1916, elle quitte la maison de sa grand-mère pour emménager à San Francisco afin de poursuivre sa carrière en tant que modèle artistique. C'est là qu'elle va rencontrer Robert Moscovich, qui est à ce moment-là l'un des créateurs de mode les plus réputés de San Francisco. Il possède aussi une très belle réputation, pas seulement à travers les États-Unis, mais aussi en Europe. Virginia et Robert vont rapidement tomber en amour et ils vont se fiancer peu après leur rencontre. Ensemble, ils sont très heureux. Virginia devient logiquement sa muse et la notoriété de la modèle va prendre de l'ampleur. Sauf que c'est un bonheur qui va s'arrêter d'un coup sec puisqu'à la fin de l'année 1916, Robert est tué dans un accident de la route. Virginia est dévastée par cet accident et par la perte de son fiancé, et à cette époque-là, elle se met à chavirer entre des états dépressifs et des états d'une très grande joie là, lorsqu'elle a des contrats qui la stimulent énormément. Donc c'est vraiment un moment dans sa vie extrêmement étrange puisqu'elle est toujours, là, comme je disais, entre deux émotions extrêmes. Et on raconte aussi qu'elle se réfugie dans les rencontres avec d'autres hommes à ce moment-là. Donc, elle accumule les conquêtes. Au début de l'année 1917, elle va déménager à Los Angeles afin de se lancer pour de bon dans le cinéma. Quand elle y arrive, elle n'est pas inconnue du milieu. À San Francisco, elle fréquentait les endroits où des acteurs allaient et elle avait des connaissances et même des amitiés là, dans le milieu. Elle va recevoir rapidement un premier rôle, très petit, mais un premier rôle quand même dans Paradise Garden, puis un autre dans Over the Rhine, et même si ce sont de petits rôles, elle va recevoir en 1917 le prix de l'actrice la mieux habillée dans un film. Vous comprenez qu'elle se fait remarquer rapidement, elle a un certain talent pour le cinéma et les productions de films voient Virginia Rappe comme une future grande star du cinéma. En plus, elle est très jolie. Alors tout ça là, mis ensemble, ça fait un beau mélange qui intéresse énormément les compagnies cinématographiques. Puis, en 1919, elle débute une relation amoureuse avec le producteur Henry Lerman, qu'elle rencontre au cours d'une soirée. Ils vont se fiancer au cours de l'année 1920 et emménager ensemble. Lerman va la faire jouer dans ses 4 prochains films. Je dis 4 prochains films, mais probablement plus, parce que la majorité des films et des productions d'Henry Lerman ont été complètement perdus avec le temps. On peut s'imaginer que le producteur ait donné plus que 4 rôles à sa fiancée, surtout avec l'ambition qu'elle avait, parce que Rappe, comme je le disais, on l'a décrit avec une ambition extrême. Dans sa vie privée, Virginia Rappe est une habituée des cliniques d'avortement à ce qu'on dit, ce qui est très mal vu à l'époque. Le public est pas encore au courant de ça, mais dans le milieu du cinéma, ça se sait très bien, et la réputation de l'actrice en prend un certain coup. Les derniers ragots, en 1920, racontent qu'elle a plusieurs amants de qui elle se fait avorter afin de faire taire les soupçons de son mari. Vous allez voir que c'est juste des rumeurs parce qu'il n'y a rien qui appuie là, ces thèses-là. Le 5 septembre 1921, Virginia Rappe est invitée à une fête donnée par l'acteur Roscoe Arbuckle au 12e étage du San Francisco Hotel de San Francisco. C'est le week-end du Labor Day, de la fête du travail en fait, et la fête est l'occasion, pendant ce long week-end, de boire tous ensemble. Ils vont boire de façon illégale puisque, je le rappelle, c'est la prohibition aux États-Unis à cette époque-là. Roscoe Arbuckle est l'acteur le mieux payé du moment. Aujourd'hui, son salaire serait d'environ 14 millions de dollars par film, ce qui est une somme énorme là, pour l'époque, et même encore aujourd'hui.
Virginia et Roscoe se connaissent depuis quelque temps puisque le fiancé de Virginia a souvent eu affaire à l'acteur dans des productions. On dit que Virginia n'aimait pas tellement Roscoe, qu'elle le trouvait sans bonne manière et arrogant. Elle lui donne aussi un paquet de surnoms désobligeants en privé. Pour faire court, il la dégoûte complètement. Mais elle accepte quand même d'aller à sa fête puisqu'elle voit une bonne occasion de s'amuser et de rencontrer peut-être de nouvelles personnes. Parmi les invités de cette fête, on compte plusieurs acteurs et actrices de renom ainsi que leurs agents. On compte aussi quelques producteurs de cinéma. On peut comprendre l'intérêt que Virginia avait d'aller à cette fête. Elle avait vraiment une possibilité de prendre contact avec plusieurs gens du milieu. Aucun de ces invités se doutait que la soirée prendrait une tournure tragique. Hollywood Scandal, September 5, 1921. Rapé was stripped naked. Death of actress Virginia Rapé. From a ruptured bladder and secondary peritonitis. What happened at that party? C'est une journée qui s'annonce plutôt festive. Ce 5 septembre 1921, Roscoe Arbuckle a acheté pour l'occasion beaucoup de gin et de bière et entend bien faire de son événement quelque chose d'inoubliable. Vers 10h30 du matin, Virginia arrive à l'hôtel San Francis accompagnée d'une amie, Maude Delmont. Je vais en reparler plus tard, mais c'est vraiment une femme très mystérieuse, même louche. Maude Delmont, elle trempe dans plusieurs affaires mystérieuses. Virginia et Maude vont être rapidement rejointes par d'autres invités, surtout des femmes. On note parmi les invités de renom la présence d'Alice Blake, reconnue pour être une artiste de la scène aux mœurs plutôt légères. À la fin de la matinée, ils ont déjà tous bu pas mal et se retrouvent là dans un état avancé d'alcoolémie. Durant la fête, on dit même que certains invités se retrouvent dans les chambres secondaires afin de se livrer à certaines activités. Vous pouvez facilement imaginer le genre de fête que c'est. En après-midi, Virginia se sent soudainement très mal. Elle va décider d'aller se reposer un peu dans la chambre 1219 qui est en fait la chambre de Roscoe Arbuckle. Elle va s'y rendre difficilement, puis elle va s'enfermer dans la chambre 1219. Une fois que l'actrice est à l'intérieur de la chambre, Roscoe va la suivre et entrer lui aussi. L'amie de Virginia, Maude Delmont, va être la première à se rendre compte qu'il y a quelque chose d'étrange. À travers les différentes conversations et les rires, elle entend comme des cris étouffés. Elle va finir par reconnaître la voix de son amie et se rendre dans la chambre 1219. Elle frappe à la porte une première fois, sans réponse. Puis elle va refrapper à la porte et Roscoe lui ouvre alors la chambre. C'est à partir de là que la soirée prend une tournure dramatique. Quand Roscoe ouvre la porte, Maude remarque qu'il s'est changé de vêtements. Il porte un pyjama ainsi qu'une robe de chambre. Ce qui la frappe le plus, c'est que l'acteur tente de cacher quelque chose. Sur le lit, Virginia se tord de douleur. Elle se tient le ventre et se met à crier et elle est dans une certaine hystérie. Elle retire ses vêtements tout en continuant de crier. À un certain moment, elle va se mettre à dire « C'est lui qui m'a fait ça, il m'a blessé, je me meurs, aidez-moi ». Roscoe Arbuckle, comme je le disais, c'est l'acteur le mieux payé d'Hollywood à ce moment-là. Il est d'une popularité immense et on le surnomme Fatty Arbuckle parce qu'il est très grand, mais il a surtout une corpulence très forte. Il est très gros, c'est ce qui fait un peu là, son sens comique. Là. Il se base énormément là-dessus. Et comparé à Virginia Rapé, qui elle est une toute petite femme très mince, à ce moment-là, quand Maude Delmont voit son amie se tordre de douleur sur le lit et qu'elle accuse Roscoe d'avoir tenté de la violer, clairement, là, Virginia Rapé n'aurait pas pu se défendre contre un homme de la force de Roscoe Arbuckle. Maude va accuser tout de suite Roscoe d'avoir violé Virginia et de l'avoir sauvagement battue. Des accusations que Roscoe va nier tout en souriant machiavéliquement selon Maude.
La chambre est dans un désordre difficile à décrire. Une lampe est brisée, laissant de la vitre partout sur le sol. Les rideaux sont presque décrochés et tout semble saccagé dans la pièce. La chambre est dans un désordre immense, mais le lit, lui, comme si personne ne l'avait touché. Et Virginia, elle, est lit sur ce lit et elle se tord de douleur. C'est une ambiance là, assez étrange et une chambre qui laisse là, plusieurs doutes. Là. Pourquoi le lit est dans un état impeccable, mais que le reste de la chambre semble avoir été la victime d'une chaude lutte et d'une bataille là, sans précédent? La conversation entre Maude et Roscoe va s'envenimer. Virginia, elle crie toujours là, au fond de la chambre. Les autres invités vont prendre conscience de ce qui est en train de se passer et vont finir par intervenir. Hal Semnesher, un ami de Roscoe Arbuckle, va suggérer de faire prendre un bain d'eau glacée à Virginia, afin de la calmer, mais aussi là, pour tenter de soulager ses douleurs. Maude et Hal vont emmener l'actrice et lui faire prendre un bain d'eau glacée, mais ses douleurs s'intensifient et ses cris également vont s'intensifier. À un certain moment, on dit que ses cris sont insupportables et font même là, trembler les murs. Toujours selon Maude Delmont, à un certain moment, pour tenter de calmer l'actrice, Roscoe va la prendre et la menacer de la jeter par la fenêtre si elle ne retrouve pas là, son calme et son sang-froid. Permettez-moi de douter de la méthode. Me semble que j'aurais essayé d'autre chose que de menacer une personne de la jeter du 12e étage là, pour la calmer. C'est assez douteux, là. Après que Roscoe est menacé de jeter par la fenêtre Virginia Rappe pour la calmer, une tentative qui va évidemment pas fonctionner, l'acteur va sortir de la chambre et on va le perdre de vue quelque temps. Vers 16 heures de l'après-midi, Maude et Hal décident d'appeler le médecin de l'hôtel. Le médecin va monter à la chambre 1219 et examiner l'actrice, qui se tord toujours de douleur. Étrangement, le médecin va rien trouver d'anormal à Virginia Rappe et va repartir de la chambre et de la suite. Évidemment, l'état de l'actrice ne va pas s'améliorer au cours de la soirée et elle va se retrouver dans une certaine agonie, ce qui va inquiéter tous les invités et particulièrement Maude. Elle va prendre la décision d'appeler un nouveau médecin. C'est le docteur Beardsley qui va arriver aux alentours de 19h, toujours le 5 septembre. Il va examiner l'actrice et va aussi ne rien trouver de particulier, mis à part une fatigue extrême. Une fatigue qui est due au fait qu'elle a crié et pleuré pendant pratiquement toute la journée. Il va lui donner une dose de morphine pour l'aider à dormir, puis il va quitter. Au cours de la nuit du 5 au 6 septembre, Roscoe Arbuckle va précipiter son départ pour Los Angeles. Il va donc partir de l'hôtel avec 2 amis afin de prendre le bateau, laissant Virginia et Maude à l'hôtel San Francis. Le mardi matin 6 septembre, vers 4 heures, Beardsley va revenir à la chambre d'hôtel afin de prendre des nouvelles de Virginia Rappe. Encore une fois, il constate rien puis repart, avant de revenir à 5 heures, 1 heure plus tard. C'est là qu'il constate que Virginia souffre d'une blessure interne au niveau de l'estomac et qu'elle doit subir une intervention chirurgicale sous peu. Le médecin, afin de préciser son état, va insérer à l'actrice une sonde et constater instantanément que sa vessie est fortement endommagée. Le médecin n'est pas en mesure à ce moment-là de comprendre ce qui a pu causer une telle blessure à l'actrice. Tout d'abord, il va penser que la cause de cette blessure est due au fait qu'elle s'est tellement serré l'estomac qu'elle s'est elle-même infligé la blessure. Il va aussi penser que c'est peut-être le fait qu'elle ait eu de forts vomissements qui ont fini par causer une blessure du genre. Il va préciser que ces 2 options lui semblent quand même assez improbables. Après une discussion avec Maude, le médecin va repartir tout en conseillant à l'ami de faire très attention à l'état de l'actrice. Durant toute la journée du 6 septembre, Maude va prendre soin de Rappe, qui, elle, balance entre un état de conscience et d'inconscience. Selon Maude, durant ces moments de lucidité, Rappe accuse Roscoe d'avoir tenté de la violer et qu'ils se sont finalement battus.
Ce serait donc le populaire acteur qui aurait causé les blessures à Rappe. Mais comme je le disais, Rappe balance entre différents états et ses propos sont assez incohérents et décousus. Le jeudi 8 septembre, l'état de Virginia Rappe va empirer. Elle va se remettre à se tordre de douleur et à crier. Maude va rappeler le médecin et à ce moment-là, la femme est dans un état de panique. Elle ne sait plus quoi faire pour soulager son amie. Le médecin va prendre la décision d'amener l'actrice à l'hôpital. Je trouve que ça a quand même été très lent avant qu'on prenne la décision d'amener Rappe dans un hôpital. Ça fait quand même 3 jours que l'actrice se tord de douleur. C'est sûr qu'on est en 1921, la médecine est pas ce qu'elle est aujourd'hui, mais me semble que, selon les témoignages, c'était assez évident qu'elle avait besoin de soins particuliers d'urgence. Maude et le médecin Beardsley vont l'emmener à l'hôpital après 3 jours, comme je l'ai dit, et à la place de l'emmener dans un hôpital général, ils l'emmènent au Wakefield Sanatorium, qui se spécialise dans les accouchements et les avortements à l'occasion. Ça aussi, là, c'est assez étrange comme choix. Au Wakefield Sanatorium, elle va être sous l'œil du docteur Rumfield, qui lui est un spécialiste des avortements. C'est comme ça qu'on décrit le docteur Rumfield. Lui, il va dire que la cause de cet état est un empoisonnement par l'alcool, mais il mentionne pas la blessure grave de la vessie déclarée par Beardsley. Le 8 septembre, Virginia va déclarer toujours de façon incohérente et décousue aux infirmières que Roscoe est la cause de ses blessures. Elle raconte toujours qu'il a tenté de la violer. En fin de journée, elle tombe dans un coma. Puis, le 9 septembre 1921, à l'âge approximatif de 26 ans, Virginia Rappe décède dans des circonstances mystérieuses. They performed the autopsy there illegally. It really looks like covering up an abortion murder. Roscoe Arbuckle. Very sweet, gentle man. Virginia Rappe, whose life was cut short on the 9th of September 1921 at the age of 30. Her life was cut short. What happened at that party? Immédiatement après la mort de Virginia Rappe, une autopsie va être réalisée à la demande d'une amie, comme il est mentionné dans le dossier. Cette amie, c'est Maude Delmont. L'autopsie va révéler beaucoup de détails. Elle va d'abord confirmer qu'elle a une rupture de la vessie, une blessure qui a été faite entre 1 et 12 jours avant la mort. Les médecins vont constater aussi qu'elle a d'importantes blessures à l'estomac. Elle présente aussi des gros bleus sur les bras, comme si on l'avait retenue de force et qu'elle avait tenté de se défendre. Cependant, l'autopsie va s'arrêter net parce qu'elle est déclarée illégale, puisque c'est une mort suspecte et en cas de mort suspecte, ça doit être la cour qui demande l'autopsie. C'est comme ça que je l'ai compris. Vous m'excuserez si c'est pas pantoute ça, je connais rien à la juridiction américaine. En cas de mort suspecte, ça doit être une entité judiciaire qui demande l'autopsie du corps. Le contrat de l'autopsie, entre guillemets, va être donné au Dr. Strange. Le Dr. Strange, lui, va constater les mêmes choses que l'autopsie précédente, sauf que il ne constate pas de blessures ressemblant à des bleus. C'est pas mentionné dans son autopsie. Et étrangement, les échantillons qui ont été pris sur ses parties intimes sont disparus. Donc, on ne peut pas les analyser correctement, ce qui fait qu'on ne saura jamais si elle présentait des signes de viol ou de blessure à ce niveau-là. Il va finalement officialiser la cause de la mort comme étant une péritonite. Une péritonite, c'est une inflammation du péritoine. Le péritoine, qui lui est une membrane qui englobe plusieurs organes, dont la vessie. Si cette membrane est inflammée, elle peut causer la mort, littéralement. Selon le Dr. Strange, cette péritonite aurait été causée des suites d'une rupture de la vessie. Les liquides de la vessie auraient causé cette inflammation, une rupture de la vessie qui aurait été provoquée par une très grande force extérieure.
Selon Maude Delmont, cette force extérieure, c'est Roscoe Arbuckle. Le jour même de l'autopsie, Roscoe Arbuckle est arrêté à Los Angeles en lien avec la mort de Virginia Rappe. La police l'arrête pour homicide et tentative de viol et l'emmène en prison en attendant son procès. Le procès que la mort de Virginia Rappe va provoquer, ça a été un vrai cirque. Les médias se sont mêlés de l'affaire très tôt et Roscoe Arbuckle, en plus des témoins, vont changer leur version des faits à plusieurs reprises. Il va se passer beaucoup de choses qui vont finir par créer un deuxième puis un troisième procès. Le 28 septembre 1921, le juge Lazarus estime que les preuves qu'il a en sa possession sont pas suffisantes pour l'accusation d'homicide volontaire. Il va donc changer l'accusation en homicide involontaire avec tentative de viol. Le lendemain, l'acteur est libéré sous caution et les premières pages des journaux font déjà état de l'affaire. Selon les médias, l'acteur est coupable alors que Arbuckle a même pas commencé son procès. On le dépeint comme un homme violent qui profite de sa célébrité pour charmer les femmes. Avant même que le procès commence, la réputation de l'acteur est salie. Les médias vont aussi prendre en partie Virginia Rappe. Ils vont pas la dépeindre comme étant une jeune actrice prometteuse, mais bien comme une femme à la jambe légère qui participe à de nombreuses orgies et qui, lors de fêtes, enlève ses vêtements et charme les hommes. Le portrait que les médias font de Virginia Rappe est très désolant. Son fiancé, Henry Lerman, va tenter tant bien que mal de démentir tout ce qui se dit à propos de sa défunte fiancée. Toutes ces rumeurs vont devenir tellement envahissantes que dans le premier procès, elles vont être omniprésentes. Dans le tout premier procès, les charges qui sont retenues contre Roscoe Arbuckle, je le rappelle, sont homicide involontaire et tentative de viol. La majorité des témoins sont des personnalités du monde du cinéma qui étaient ou non à la fête du 5 septembre. Les seules preuves que la police emmène au tribunal sont des taches de sang, du sang de Rappe avec des empreintes digitales de Arbuckle sur la porte de la chambre 1919. Et encore là, la police elle amène pas là, les bouts de mur au juge, c'est que des oui-dire. Le personnel d'entretien ayant fait le ménage de la chambre depuis la fête, ces preuves-là sont donc perdues à tout jamais. Au cours de ce procès, les avocats de Arbuckle vont mettre en évidence les nombreux avortements qu'avait subi Rappe ainsi que son supposé style de vie très décomplexé. Ils vont embarquer en quelque sorte là, dans le jeu médiatique afin de salir la réputation de l'actrice. Les mêmes avocats vont décrire certains témoins comme des menteurs et des gens sur qui on peut pas se fier. On apprend aussi la version de l'acteur, version qu'on connaissait pas avant le premier procès. Selon Arbuckle, il a trouvé Rappe dans les toilettes de la chambre 1219 qui était malade. Il est allé la voir et elle lui aurait dit qu'elle ne se sentait vraiment pas bien. Elle avait la tête qui tournait et était prise avec de violents tremblements. Il l'aurait alors prise dans ses bras et transportée jusqu'au lit où elle s'est mise à crier de douleur et par la suite est entrée dans une certaine hystérie. Une version des faits qui est aussi confirmée par Hal Semnesher, l'ami de Roscoe. Semnesher, pendant le procès, lui va oublier une bonne partie de sa déclaration aux policiers et va même nier certaines choses. Tous les témoignages vont être balayés parce que le juge estime que c'est plus de la catégorie des ragots. Les témoins présents à la fête vont soudainement oublier tout ce qu'ils ont dit aux policiers avant le procès. Même que certains témoins vont carrément disparaître de la sphère publique afin de ne pas se présenter à la cour. Le seul témoignage qui va être pris en considération va être celui de Maude Delmont. Elle va raconter l'histoire de la même façon dont je l'ai fait, sauf que Madame Delmont a un passé plutôt obscur, ce qui va grandement affecter l'opinion du jury et du juge. Maude Delmont a déjà été impliquée dans des affaires de chantage, d'extorsion de fonds et aussi dans des affaires de meurtre, sans jamais être accusée puis enfermée, mais on sait qu'elle est reliée à certains meurtres. Donc, vous comprenez qu'elle a une réputation assez spéciale et la presse a évidemment relayé tout ça en discréditant son témoignage.
Avant la fin du premier procès, des experts médicaux vont affirmer que la blessure de la vessie qui a entraîné la mort de l'actrice était bien antérieure à la fête. Les jurys vont pas arriver à s'entendre, 10 voix non coupables contre 2 voix coupables. L'affaire devra donc être rejugée. Pour le deuxième procès, il n'y a rien de très important à dire parce que tout est sensiblement la même chose que le premier, à l'exception que Henry Lerman, le fiancé de Rappe, va déclarer à la barre des témoins que sa femme était une femme exemplaire et que si Roscoe est déclaré coupable, il pourrait le tuer. Une déclaration qui va faire réagir la cour, c'est ce qui est dit dans les rapports. On raconte que le public présent au procès a réagi de façon assez forte. Il va y avoir un nouveau témoin également pendant le second procès, Jesse Norgard, un ami de Arbuckle, qui va avouer que l'acteur lui aurait promis une très grande somme d'argent s'il l'aidait à faire une blague à Rappe. Norgard aurait refusé, puis Arbuckle se serait fâché et serait parti. Ce témoignage ne va pas être pris en considération par le juge puisque Jesse Norgard avait déjà été déclaré coupable dans le passé d'agression sexuelle sur une jeune fille. Pendant ce procès, il avait dit à peu près la même chose et ça s'était avéré totalement faux. Donc, à cause de ces précédents mensonges, ce témoignage-là n'est pas pris en considération. La conclusion du deuxième procès est le contraire exact du premier. 10 voix coupables contre 2 voix non coupables. Encore une fois, le jury n'arrive pas à s'entendre et l'affaire doit être jugée pour une troisième fois. Avant que le troisième procès commence, les films de Roscoe Arbuckle vont être interdits de diffusion. Certaines sources vont même jusqu'à affirmer que quelques-uns de ces films ont été brûlés ou détruits. Maud Delmont, elle a commencé une espèce de tournée à travers le pays afin de faire des entrevues dans les journaux. Elle a le surnom de « celle qui a fait accuser Roscoe Arbuckle de viol ». Elle devient un peu l'amie de certains médias et répond à toutes les questions qu'on lui pose contre une somme d'argent. Et elle pèse pas ses mots dans les entrevues, elle accuse formellement Roscoe Arbuckle du viol et de la mort de son ami. Lors du troisième et dernier procès sur l'affaire Roscoe Arbuckle, la vie de Virginia Rappe va être mise au grand jour. Sauf que, encore une fois, on raconte pas mal de mensonges à son sujet. On remet ses supposées habitudes dévergondées sous la loupe, on raconte qu'elle était une femme avec 1001 amants, qu'elle s'est fait avorter à de nombreuses reprises et que durant les fêtes, elle était reconnue pour être souvent nue. Pas mal les mêmes choses qui avaient déjà été mentionnées lors du premier procès, mais de façon beaucoup plus crue, même vulgaire si on se fie à certains journaux de l'époque. Des accusations qui clairement sont faites afin de nuire à la réputation de l'actrice et de démontrer une facette d'elle peu glorieuse, peut-être même fausse. Parce que je le répète, on n'a aucune preuve de ses précédents avortements, c'est que des oui-dire. Maud Delmont va aussi changer sa version des faits, et c'est tout un changement. Souvenez-vous, je vous avais dit que la version de Delmont, au départ, était Virginia Rappe se sentait pas bien, part dans la chambre 1219, Arbuckle la suit, puis Rappe se met à hurler de douleur. Dans sa seconde et nouvelle version des faits, Maud Delmont raconte que Virginia et Roscoe étaient ensemble et buvaient énormément. À un certain moment, Rappe s'est levée disant qu'elle se sentait mal, et Roscoe aurait dit « Ça fait 5 ans que j'essaie de t'avoir, maintenant je t'ai ». Il l'aurait alors entraîné de force dans la chambre 1219 et les cris auraient commencé rapidement. Delmont aurait tenté d'ouvrir la porte, mais elle était barrée. Elle entendait son ami crier à l'aide et 1 heure après, Arbuckle lui a ouvert la porte. Et c'est là qu'elle a vu Rappe se tordant de douleur sur le lit. Une version assez différente qui va pas convaincre le jury. Et en plus, encore une fois, les avocats d'Arbuckle la mettent pas en valeur. Ils la dénigrent constamment par son passé douteux. Et plus tard, on va apprendre que Delmont se serait vu offrir une somme d'argent par les avocats de l'acteur afin de changer son témoignage.
Personnellement, je sais pas comment prendre les témoignages de Maud Delmont. C'est une femme qui a l'air vraiment étrange. Elle trempait dans pas mal d'affaires louches. C'est pas juste des accusations lancées en l'air pendant le procès, c'est des faits. Elle a été reconnue coupable de chantage, de fraude, et c'est très clair qu'elle est reliée à certaines histoires de meurtre. Elle me laisse là vraiment perplexe. Je sais pas comment prendre les témoignages de Maud Delmont, si on peut les prendre au sérieux ou non. On va avoir droit aussi à quelques changements dans la version de Arbuckle. Après avoir déposé Rappé sur le lit, ils auraient tenté d'avoir une relation sexuelle violente ensemble qui se serait terminée par l'insération d'un glaçon à l'intérieur de Rappé, ce qui aurait pu lui causer cette rupture de la vessie. Une hypothèse qui va être dite possible par les médecins qui vont être appelés à témoigner. Ce sera les derniers propos qui seront dits à la cour. Le 12 avril 1922, le jury va prendre seulement 6 minutes pour délibérer et vont déclarer Roscoe Arbuckle non coupable d'homicide involontaire ainsi que non coupable de tentative de viol. Pendant la déclaration du verdict, le jury précise que 5 minutes ont été prises afin d'écrire une lettre de pardon à Arbuckle pour l'avoir mené devant le tribunal, ainsi que d'avoir sali sa réputation. Une lettre qui va se conclure par « Il est évident que Roscoe Arbuckle est innocent et libre de toutes accusations envers sa personne. » Après la lecture de cette lettre, il va se passer une drôle de scène. Les 12 jurys vont descendre de leur banc, serrer la main à l'acteur et se mettre à discuter avec lui. Ils discutent de façon très naturelle, comme si c'est une réunion amicale. Des conversations qui vont se terminer avec une photo en compagnie de la star de l'écran. C'est quand même assez spécial comme moment. Je trouve pas ça très respectueux pour le mari de Virginia et ses amis qui ont assisté à tous les procès et à cette scène en particulier. Toute cette histoire, même si Roscoe Arbuckle a été en quelque sorte blanchi de toutes accusations, a mis un terme à sa carrière d'acteur, mais il va se mettre à diriger des films par la suite sous un autre nom, celui de William Goodrich. Une seconde carrière qui va pas durer très longtemps puisque Roscoe Arbuckle meurt d'une crise cardiaque en 1933. Avant de conclure cet épisode déjà hyper chargé, je pense que ça peut être bien de vous parler de la théorie où la mort de Virginia Rappé serait en fait un cover-up d'avortement raté et que Roscoe aurait alors été la victime parfaite pour être accusé du meurtre de l'actrice. Avec cette théorie, tout est basé sur des faits qui ne peuvent pas être vérifiés ou qui partent de faits incertains et de rumeurs, et qui de plus est appuyé surtout par des fans de Roscoe Arbuckle, où on peut voir une certaine amertume envers le scandale qui a ruiné sa carrière. Une précision importante à faire quand même. Virginia Rappé serait décédée, selon cette hypothèse, d'un avortement qui aurait mal tourné. Durant l'opération, le médecin en charge aurait mal exécuté un mouvement, ce qui aurait causé plusieurs blessures internes, dont la rupture de la vessie. Par la suite, le médecin, avec la complicité de Maud Delmont, aurait monté toute cette histoire mettant en scène Roscoe Arbuckle. C'est important de rappeler ici que Maud Delmont n'a jamais parlé d'avortement à qui que ce soit. Et l'hôtel St. Francis n'a jamais eu de scandale d'avortement secret dans ses chambres, comme certains autres hôtels à l'époque qui abritaient parfois dans leur sous-sol des cliniques d'avortement clandestines. Et quand on aborde cette théorie-là, qui en résumé est vraiment une histoire montée de toutes pièces pour gâcher la réputation de Roscoe Arbuckle, on trouve pas vraiment pourquoi il a été pris pour cible. C'était un acteur très populaire à Hollywood, tout de même apprécié de ses collègues qui n'avaient pas de problème dans sa vie. Oui, Virginia Rappé ne l'appréciait pas énormément, mais elle avait pas vraiment de problème, elle avait pas vraiment de dispute avec cet acteur. C'était vraiment un conflit de personnalité entre les deux. C'est difficile à comprendre pourquoi cette histoire aurait été créée de toutes pièces pour mettre fin à sa carrière.
Roscoe Arbuckle était très riche et donnait énormément de son argent à ses amis, à sa famille, et il rapportait énormément de profit aux compagnies de cinéma. Donc, il n'y avait vraiment aucune raison de mettre fin à sa carrière ou d'essayer de salir sa réputation. Autour de Virginia Rape, c'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs rumeurs d'avortement. Je l'ai mentionné plusieurs fois au cours de cet épisode. Comme je l'ai dit, ça a été évoqué durant le procès. On raconte qu'elle était une habituée des cliniques d'avortement, puisqu'elle tombait enceinte de ses nombreux amants. Ça aussi, c'est quelque chose qui revient souvent sur son supposé rythme de vie qui tourne autour d'une panoplie d'amants. Et certains vont même jusqu'à affirmer que vers l'âge de 16 ans, elle aurait donné naissance à un garçon, qu'elle aurait donné à des passants ou qui serait mort mystérieusement à sa naissance. Mais encore là, c'est que des rumeurs qui se basent sur absolument rien et qui sont souvent rapportées par des fans de Arbuckle, comme je le disais. Donc, on peut s'imaginer que c'est peut-être pour salir encore plus la réputation de Virginia Rape à la suite du procès, parce que ces fans-là auraient été frustrés de voir la carrière de Arbuckle finir ainsi. Et de mon côté, j'ai de la misère à croire à cette version-là de l'avortement raté parce que ma curiosité morbide a pris le dessus et je suis allé voir les photos post-mortem de Rape et j'ai vraiment de la misère à croire que ça aurait pu lui causer autant de blessures. Elle a des bleus là, assez importants au niveau de ses bras, comme si on l'avait retenu de force. Ça me semble là, vraiment là, invraisemblable. On saura jamais vraiment ce qui s'est passé dans la chambre 1219 la journée du 5 septembre 1921. Vous pouvez rejoindre l'Instagram de Close-Up Dramatique. J'y posterai plusieurs photos en lien avec l'affaire, entre autres la photo de la chambre 1219 peu de temps après la fête. Une photo qui nous montre un désordre assez important. Et en regardant cette photo-là, j'ai l'impression de voir une scène de lutte. C'est l'impression que ça me donne. Vous me direz si vous voyez la même chose que moi. Virginia Rape repose au cimetière Hollywood Forever depuis 100 ans. Certains gardes racontent entendre pleurer Virginia Rape. Cherche-t-elle à nous faire savoir la vérité sur sa triste fin ou pleure-t-elle sa carrière gâchée? Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.